Radio de vérité, Radio sans tabou. Radio de vérité, Radio sans compromis. Radio de vérité, faites la vérité. Bandiko wa bolingo, merci beaucoup ndenge bolanda kabiso toujours une émission na bino Kidime, émission na bino Radio de vérité. Bandiko na ngai lelo toko tiela bino Kidime moko spécial interview ya Suka o Mobutu Salaki en tant que ex-président avant akufa. Bokolanda o Mobutu alobaki pona Mese Ngwanda pona Mese Tian Tshisekedi. Bokolanda boyoka bino moko par rapport à la généraux mususu o Mobutu alobaki na ba politicien mususu. Yango sans plus tarder bola interview ana mato inabino efungoma bien boyoka o alobaki. Bolanda. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir pour cette interview. Je suis Dr Amani, journaliste de son état et membre de l'Association mondiale des journalistes sans frontières. Excusez-moi, vous avez dit docteur en quoi? Docteur en philosophie éthique. Docteur en philosophie éthique. Je dis, très cher compatriote, ou je ne sais plus maintenant que je suis à la retraite, si je dois vous appeler collègue, vous pensez vraiment que l'Afrique a besoin des docteurs en philosophie? Vous êtes docteur en philosophie, vous croyez qu'on a besoin des philosophes, des gens qui parlent beaucoup, qui pensent beaucoup, mais ça c'est pour les occidentaux. Nous avons besoin des médecins, quand vous avez dit médecins, enfin, continuez, je ne suis pas là pour questionner vos fonctions, continuez. Merci Monsieur le Président. Comme je disais, je suis ici avec ma collègue Colette Breckman, journaliste du soir, journaliste belge du soir, et notre confrère belge Bertrand Van Poep. Il est spécialiste des problèmes congolais belges. Mais moi je suis aéro. Vous voulez me parler des problèmes belges congolais? Moi je suis aéro. Et d'ailleurs ces deux-là je les connais très bien. Mais Madame Colette Breckman, moi, ça ne va pas du tout, hein. Mais je vais me montrer galant. Je vais la recevoir. Bertrand Van Poep, vous le connaissez bien. Vous m'avez interviewé plusieurs fois. Mais continuez l'interview, mais je vous précise que je suis ailleurs, pas congolais. Donc, les nuances. Merci Monsieur le Président encore une fois. On va commencer l'interview par vous demander une question sur vos relations tout au long de votre carrière comme président de la République, vos relations avec les Américains. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point-là? Écoutez, on dit tellement de choses sur mes relations avec les Américains qu'il est difficile d'en dire plus, mais franchement, je vais vous dire brutalement et honnêtement que ce sont des gens que je n'aime pas beaucoup. Ce sont, vous voyez, ils viennent avec toute cette propagande, tous ces discours de aide, comme ils appellent ça, foreign aid, donc aide aux pays extérieurs, petits pays. Mais tout ça, c'est pour masquer le fait qu'ils sont, comme je dirais, le roi de ces de vos deux collègues, Léopold II, qui sont là pour vous exploiter. Je m'en veux d'avoir été naïf lorsque j'ai fait confiance aux Américains, parce que vous voyez à la fin de ma carrière, lorsque c'était la fin de mon mandat, ou si vous voulez, mon temps en tant que président, ils m'ont abandonné. Donc les Américains, il ne faut pas leur faire confiance. Vous voyez, ce sont des gens qui se prennent pour les maîtres du monde, qui ont l'armée et l'argent pour vous convaincre, et ils vont faire des bêtises. Monsieur le Président, on vous connaît comme les guides, les timoniers, les présidents fondateurs, Papa Maréchal, Moulopoué, Mobutu Mvuma, les musées. Je vous arrête.
ça c'est notre dictateur. Ça, c'est le surnom ou l'appellation qu'on a donné à Laurent Désiré Kabila, qui est aujourd'hui président. Je me demandais pourquoi. C'est pas moi. Donc vous vous êtes trompé. Donc vous croyez que M. Kabila c'est un dictateur? Mais comment donc cela va de soi? Lorsque vous arrivez en fanfare et vous mettez quelqu'un qui était président pendant 30 ans et plus dehors sans autre forme de procès, mais vous ne pouvez être qu'un dictateur. Sans aucun respect, mais je pense que Kabila est un dictateur. Et sans plus, voilà. Je vous dis clairement, je ne suis plus politicien, donc je ne veux plus parler comme un politicien. Pesez mes mots, vous mettre des gants, Kabila est un dictateur. Mais le fait que vous êtes resté au pouvoir pendant 30 plus 2 années ne vous fait pas un dictateur. Écoutez, j'ai été élu par le peuple congolais en 1984 à 100%. Cela ne fait pas de moi un dictateur. Et si je dois revenir un peu plus en arrière, lorsque j'ai pris le pouvoir, les choses allaient très mal dans le pays avec les guerres civiles que vous, occidentaux, appelez les événements. Je crois que le bilan national était de 300 000 morts. J'ai tout arrangé et j'ai remis dans l'ordre. Aujourd'hui, toutes les tribus s'entendent, les Baluba et les Bangbande s'entendent. Eh bien, je pense que si je suis resté aussi longtemps au pouvoir, c'est parce qu'au fond, eux-mêmes, les Occidentaux, voulaient de moi, les aérois voulaient de moi. Ce n'est pas dans la dictature. Ce n'est pas de la dictature. La réponse à votre question. M. Mobutu, nous allons vous dire que vous avez pris le pouvoir par un coup d'État. Écoutez, coup d'État, c'est un terme qui vient de l'Occident. Je n'aime pas beaucoup le terme coup d'État parce que quand on regarde ce que vous êtes belge, ce que Léopold II est venu faire en Afrique, venir quitter son pays de l'Europe de l'Est, un royaume où il avait tout ce qu'il voulait, quitter ce pays pour venir jusqu'en Afrique centrale et venir coloniser les Noirs, vous ne pouvez pas ne parler de coup d'État. Parce que si on doit comparer les deux actes entre des crimes humanitaires et un changement de gouvernement, qui aujourd'hui peut être interprété comme un changement vers le progrès, car c'est-à-dire que vous dites que j'ai pris le pouvoir en 1965, mais il faut d'abord savoir que un petit peu avant cette date-là, le premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, était premier ministre, me demandait d'arrêter le président de la République, Joseph Kasavubu. Et le président lui-même me demandait d'arrêter le premier ministre. Alors, étant colonel, j'étais obligé d'obéir à mes deux supérieurs. Alors je leur ai obéi à tous les deux, je les ai arrêtés tous les deux. Est-ce que vous appelez ça coup d'État? Vous voulez dire que vous voulez comparer ça à ce que Léopold II a fait aux Africains? C'est incomparable. Oui, M. Mobutu, vous revenez toujours en fait, Léopold II est venu en Afrique pour coloniser, mais on regarde, c'est un petit peu l'époque... Écoutez, ne me parlez pas d'époque. Un crime reste un crime. Nous sommes d'accord? Oui, mais on regarde quand même les temps modernes, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les pays africains, je vais vous dire une chose. Le Zaïre de l'époque avait une importance géopolitique vis-à-vis des deux grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Ils ont regardé le Congo belge, aujourd'hui Zaïre, pour rappeler que j'ai changé le nom du pays en 1971, hein? Oui, que ça m'échappe un peu, hein? J'ai fait tellement de changements dans le gouvernement que pas comme moi qui m'a la moto, hein? Mais bon, heureusement que mon collègue de la délégation
c'est qui m'a soufflé ça. Et il a intérêt parce que le Matabi c'est là-dessus, non? Ok. Votre relation avec les Américains, comment? Nous n'avons plus de relation. J'ai gardé quelques contacts de courtoisie avec l'ancien président George Bush, qui est un ami à moi, je peux dire ami, depuis qu'il était patron de la CIA. Mais mes relations, je dirais, sont comme les relations avec celles de Kabila. Et le président Bill Clinton? Écoutez, franchement, le président Bill Clinton, je veux dire, franchement, je pense qu'il s'en fout un petit peu de moi. Parce que lui, c'est plutôt un homme à femme. Il est plutôt occupé à séduire les jeunes filles là-bas aux États-Unis. Et nos relations ne sont plus ce qu'elles étaient lorsqu'il est arrivé au pouvoir je pense en novembre 1992. Eh bien, moi j'ai quitté en mai 1987. Eh bien, à partir du jour où j'ai quitté le pouvoir, nous n'avons plus de relation. Une autre question de ma part, ici c'est Dr Amani, avant de passer le micro à notre collègue Colette Patman. Pourquoi on vous surnomme l'aigle de Kawele? L'aigle de Kawele. Eh bien, franchement, d'abord il faut savoir pour la petite histoire que Kawele, c'est le nom de ma résidence privée se trouvant à Gbadolité. Eh bien, ce nom est Kawele, c'est une villa magnifique que j'ai fait construire, je pense, je ne me rappelle plus très exactement quand, mais on m'appelle l'aigle de Kawele parce que lorsque l'hélicoptère atterrit à Gbadolité, vous voyez, c'est une petite ville que j'ai transformée en ville moderne avec aéroport ultra moderne, aussi sophistiqué que certains d'Europe. Lorsque l'hélicoptère décolle, les villageois appellent ça aigle. Aigle, voilà. Lorsque je monte, ils disent ça c'est le président dans son aigle. Donc l'aigle de Kawele, c'est moi. Merci. C'est à notre conseillère Colette Batman de vous poser la question, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Maputo. Écoutez, cher docteur Amani, entendons-nous bien. Vous me posez des questions, Bertrand Van Troep me pose des questions, mais si c'est Colette Brackman, alors là, ça va dégénérer. Écoutez, je ne suis pas violent, mais cette femme-là, demandez-lui, après tout ce qu'elle a écrit sur moi, je ne peux que la recevoir, mais recevoir des questions, c'est trop. Ok, Monsieur le Président. Peut-être notre confrère Bertrand Van Troep va vous poser la question. Oui, bonjour Monsieur Mabotou, je suis très content de vous retrouver. Mais Bertrand, mais moi aussi. Oui, bon, alors la première question, c'est comment vous sentez-vous depuis la chute de votre régime qui a duré la chute de mon régime? Je ne dirais pas que mon régime. Je ne dirais pas que mon régime a chuté. On m'appelle de Washington un instant. Voilà, c'était justement le président Clinton qui m'appelait. Quand on parle du loup, comme on dit, on voit ça que c'était Clinton qui vient de m'appeler. Je veux parler de mes relations avec les Américains. Clinton vient de m'appeler, il voulait m'inviter à manger dans sa résidence privée en Arkansas. Il m'a dit, je fais une fête, il y aura des filles, viens. J'ai dit non. La réponse est non. C'est catégorique et sans appel. Je ne viendrai pas. Voilà. Voilà, bon, pour revenir, M. Van Troep, à votre question, mon régime n'a pas chuté. Il n'a pas chuté, c'est-à-dire que les circonstances. Franchement, je le voulais. Il était temps. Comme je dis, il était temps, mais il ne faut pas dire que mon régime a chuté. Voilà. Docteur
Ramani encore, Monsieur le Président, on vous a posé la question sur vos relations avec les Américains. Maintenant, on aimerait savoir vos relations avec les Français. Ils vous ont supporté jusqu'à la fin, bien sûr. Je ne sais pas, peut-être vous avez une bonne relation avec les Français. Écoutez, les Français, d'abord, je ne les ai jamais aimés. Toutes ces relations que j'ai eues avec Giscard, Mitterrand et maintenant Chirac, on dit qu'ils ont supporté mon régime jusqu'à la fin. Eh bien, c'est de la politique, c'est de l'intérêt. C'est comme quand la banque vous prête de l'argent et vous devez rembourser 6% d'intérêt, 12%. Eh bien, je crois que les Français m'ont aidé parce qu'ils avaient peut-être 80% d'intérêt. C'est clair. Je n'aime pas beaucoup les Français, mais je le dis. Mais à part la nourriture française, qu'est-ce qu'il y a de bon? Le vin, à part le vin, qu'est-ce qu'il y a de bon en France? Oui, Monsieur le Président, en ce qui concerne la Belgique, spécialement vos relations avec la Belgique et les contentieux belgo-congolais. Écoutez, franchement, je vous ai dit que je ne suis pas congolais. Nous sommes d'accord? Le contentieux belgo-congolais, ça fait le contentieux qui existe aujourd'hui entre M. Laurent Désiré Kabila et Albert Leroy et les journalistes belges et les journalistes congolais. Je vous ai dit que je suis zaïrois, pas congolais. Je ne le répéterai plus. D'abord, vous êtes quelqu'un avec ce genre de petites erreurs qui, si vous serez venu lors de mon régime à Kinshasa, vous aurez déjà chicoté. Mais c'est grave pour l'intellectuel. Faire les mêmes bêtises 2 fois comme ça, je vous le répète, mais écoutez, c'est exaspérant. Et les contentieux belgo-congolais. Et franchement, vous êtes là, si vous êtes là pour faire des farces, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, regardez autour de vous. Ce n'est pas moi qui vais faire le travail, je vous le dis. Ce sont mes... Continuez, je vais me montrer tolérant. Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a quand même moyen de répondre sur ces contentieux belgo-zaïrois. Voilà, Zaïri, roi, comme Mobutu, roi des Zaïre. Écoutez, le problème, votre collègue, le problème qui existe entre les Belges et les Zaïrois, vos collègues Colette Brackman et Bertrand Van Troep pour vous aider, parce qu'ils connaissent la vérité. Le problème n'est pas belgo-zaïrois, le problème est Mobutu et les Belges. Les Belges ne supportaient pas Mobutu. Pourquoi? Parce que Mobutu leur disait, pas question, Mobutu disait, allez vous faire voir Mobutu, raccrocher au roi Baudouin, Mobutu, taper certains journalistes, c'est ça le problème. Il y a ce qu'on appelle, je ne dirais pas racisme, je ne vais pas faire comme Jesse Jackson pour qu'il ait tout du racisme, je dirais qu'il y a ce complexe que les Occidentaux ont devant les Africains. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas de se faire mener un bateau ou bien dicter quoi que ce soit par un Africain. Alors, Mobutu l'a fait pendant 30 ans, c'est ça la source du problème. C'est ça. Il ne supporte pas de voir quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est aimé partout où il allait. Et surtout si cette personne vient d'un pays qui contrôlait jusque le 29 juin 1960. Parce que après le 30 juin, nous avons notre indépendance. Donc ces gens nous ont contrôlés jusqu'au 29 juin 1960. Et du jour au lendemain, quelqu'un qui devient président en 65 se permet de les mener en bateau. Mais c'est ça le problème, c'est Mobutu. Il ne faut pas dire qu'il y a des problèmes belgo-zaïrois. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que les Zaïrois ont fait aux Belges et qu'est-ce que les Belges, je dis par là, les Belges moyens ont fait aux Zaïrois? Rien. C'est un problème de leader et de presse. Monsieur le Président, je me réfère plutôt au problème
des contentieux qui fait que la Belgique a vendu des minéraux aux Américains, parmi lesquels on a fait la bombe, et votre gouvernement a réclamé de l'argent. Je crois que les problèmes et les contentieux belges zaïrois et sur ce point-là. Vous parlez certainement de, je pense, de cobalt ou de l'uranium qui est utilisé pour faire la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki. Écoutez, lorsque mon gouvernement a réclamé les dommages et intérêts, c'est-à-dire nous avons réclamé une part de cette somme, c'est parce que je vous ai dit que Léopold II a exploité le Congo. Et puisque à partir, je pense, de 1940, c'était déjà les temps modernes, et que 1945, 1944, c'est à partir de cette date qu'il y a eu des envois, des expéditions vers l'Amérique par bateau, de l'uranium et du cobalt, je me suis dit, étant donné que c'était les temps modernes et que nous avons eu notre indépendance 15 ans plus tard, eh bien, nous avons quand même le droit de recevoir quelque chose qui vient de chez nous, quelque chose qui a permis aux Américains de gagner la guerre. Est-ce que c'est trop demandé? C'est une question de logique. Merci, Monsieur le Président. Une autre question intérieure. Que pensez-vous de l'opposition démocratique à votre époque, la conférence nationale et tout ce qui s'est ensuite? Je crois que je l'ai dit une fois à une interview que j'ai accordée à Jeune Afrique Magazine, c'était Blaise Pascal qui m'a interviewé, que l'opposition dite radicale à Kinshasa, ça n'existait pas. Parce que le chef, le leader principal de l'opposition, c'est créancier en Belgique, mais c'était ça, l'opposition qu'il y avait à Kinshasa. C'est-à-dire que quand ils avaient de l'argent dans l'opposition, lorsqu'ils n'en avaient plus dans le MPR. Donc vous voulez dire, tous les politiciens à ce temps-là, dans la conférence nationale, venaient vous demander de l'argent? Pas tous les politiciens. Mais il y en a qui ne le faisaient pas, parce qu'ils savaient que je ne voulais pas les voir. Et ils n'avaient pas les contacts suffisants pour m'approcher. Mais je dis que si ceux-là avaient eu un moyen ou un autre de m'approcher, de recevoir les biens de la terre, qu'on appelle argent, eh bien, ils l'auraient fait. C'est la nature humaine. Je ne suis pas en train de parler de corruption, mais il faut vous rappeler avant tout que monsieur, je ne me rappelle plus de votre nom, monsieur Docteur Amani. Monsieur Docteur Amani, que nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous, et pour la culture dite Bantou, un chef doit savoir s'occuper des siens. Voilà, tout ce qui était. C'est-à-dire que lorsque ces gens n'avaient plus d'argent, ils oubliaient. Dit que c'est plutôt le chef de l'opposition radicale, comme vous l'appelez, M. Tshisekedi, que vous a tenu la tête quand même. Écoutez, il m'a tenu la tête en faisant quoi? Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous dire qu'il m'a tenu la tête? Donnez-moi un exemple. Bon, on se rappellera qu'il a refusé de signer l'ordonnance qui faisait qu'il devrait prêter serment au président de la République que vous étiez. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est un numéro de cirque. C'est pour se faire remarquer. Vous appelez ça tenir tête à quelqu'un? Bon, il a refusé de signer l'ordonnance à quelqu'un. Mais après, qui était toujours le président? Non, c'est moi. Ça s'est passé en 1991, si j'ai bonne mémoire. Et après ça, il était toujours président. Il a pris ça tenir tête. Il a voulu faire le barbare, quelqu'un qui n'est pas éduqué. Manque de chance, refuser de signer une ordonnance, le nom Premier ministre, vous trouvez ça tenir tête. Et il l'a fait à une époque où la presse internationale avait constamment les yeux rivés sur le Zaïre. Constamment. Il ne l'a pas fait dans les années 70. Je l'aurais répondu. Mais même si vous avez refusé la primature, n'empêche qu'il a été élu par la conférence nationale qui représentait le peuple dans les temps. Oh, il est venu.
Mais ce n'était pas la seule fois où il est venu. Il est venu lorsque j'ai eu des moments difficiles. Il est venu surtout lorsqu'il a eu des moments difficiles. Et ces moments-là étaient liés à l'argent. Écoutez, est-ce que je vous dis qu'il y a des comptes en banque en Suisse? Je ne peux pas vous le dire. En ce qui concerne les relations du pays en ce moment, il y a la guerre. Comment vous voyez la situation de la guerre au pays? Voilà. Comme par hasard, je vous l'ai dit plus tôt dans l'interview que lorsque je suis arrivé au pouvoir, il y avait des tueries, guerre civile au Zaïre. Regardez vous-même. Dès que Mobutu quitte le pouvoir, même pas 4, 5, 6 mois, 7 ans, même pas 15 ans plus tard, la guerre éclate au Congo. Vous voyez que quand même que Mobutu c'était un pont, c'était un monument de la paix, un pilier sur lequel se posait toute la paix et la sécurité des pays de l'Afrique centrale. Ça, c'est quelque chose que les gens ont oublié. Mais vous ne croyez pas que vous étiez où vous êtes à cause de la clochardisation de l'armée zaïroise qui ne peut même pas se battre pour cette guerre-là? Écoutez, vous pensez que je suis la cause, mais c'est grave ce que vous me dites. Je suis le commandant suprême des forces armées zaïroises, c'est vrai. Maréchal, élu par moi-même, c'est vrai, mais il y a des généraux, des colonels, des chefs d'état-major, des chefs de sécurité. Si tous ces gens-là avaient fait leur travail comme il le fallait, eh bien, vous ne saurez pas où nous en sommes. Combien, vous savez combien j'ai dépensé pour ma sécurité, combien j'ai dépensé pour les forces armées zaïroises. Vous voulez que je vous dise combien? D'ailleurs, si vous vous rappelez que durant les années 70, que toute l'aide d'extérieur venant des États-Unis, les États-Unis donnaient aux pays africains, la moitié, si pas le 3/4, venait aux Zaïre. Vous savez ce que je faisais avec cet argent? Je vous dis, j'achetais des châteaux, des palais, des avions, des bijoux, mais c'est faux. Cet argent-là, je l'ai donné aux forces armées zaïroises. Et je voulais dire aujourd'hui que je suis la cause de cette, comme vous dites, je ne sais pas le mot que vous avez, mais c'est grave. Mais comment ça se fait que cette armée que vous avez beaucoup investi n'était même pas capable de tenir, de barrer la route à la guerre des libérations de 1997? Écoutez, ça franchement, David et Goliath, pour aller un peu plus loin dans l'histoire, je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé avec les Américains lorsqu'ils sont allés au Vietnam. Première puissance mondiale, va dans un pays de l'Asie du Sud, dans le sud-ouest de l'Asie, et se fait taper. Donc ce qui est arrivé aux forces armées zaïroises de ne pas pouvoir repousser la rébellion, eh bien, ce sont, je pense que comme on dit, c'est le destin. Les Américains ont reçu une déculottée au Vietnam, bien que les phases, que j'ai investi beaucoup dans les phases, qui n'ont pas pu repousser l'armée, eh bien, je n'ai plus rien. C'est comme ça. Ce n'est pas dit parce que vous avez le meilleur armement, vous êtes mieux équipé que vous allez gagner la guerre. C'est surtout celui qui le veut le plus. Je vous donne un autre exemple. Les Soviétiques sont allés en Afghanistan. Ils n'ont rien fait. Parce que les Américains étaient derrière les Moudjahidines. Eh bien, si la rébellion a réussi, c'est parce que les Américains étaient derrière. C'est pour ça que je ne les aime pas. Mais il y a quand même certains pays, comme les Rwanda, qui est quand même un petit pays, mais qui arrive à mater un grand pays comme les Zaïre. Comment vous expliquez ça? Écoutez, vous dites petit pays qui arrive à mater un grand pays. Je vous donne un autre exemple. Omar Bongo. Petit comme il est, il mate tout le Gabon. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Omar Bongo, alors mon poussé, c'est comme ça qu'on appelle. Comme on dit, mais regardez, c'est un chef d'État. La taille, le diamètre, ça n'a rien à voir avec les résultats. Ben,
Qu'est-ce que vous reprochez à vos généraux, puisque vous avez dit que vous avez trop investi, vous leur avez donné tous les moyens, et à part... C'est d'abord la trahison. Je dis trahison dans le sens où ils savaient que j'aimais ce pays beaucoup plus qu'eux. Et ils n'ont pas pris les choses au sérieux, surtout lorsqu'il a fallu ce manque d'organisation. Vous savez qu'il y avait un des généraux, dont il serait prudent de ne pas citer le nom, ne connaissait même pas la carte du Zaïre lorsqu'on faisait les schémas tactiques pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Mais c'est grave. C'est la vérité. Lorsque vous avez des généraux comme ça, ce sont des choses comme ça que vous reprochez. Et pourtant, ce sont des gens que j'ai enrichis, qui se sont enrichis derrière mon dos, en faisant Dieu sait quel coup. Eh bien, vous verrez comment ça s'est terminé. Monsieur le Président, votre réponse tout à l'heure a été que vous avez beaucoup investi dans l'armée zaïroise de l'époque. Et il y a des signes qui montrent que l'investissement s'est fait... Ce n'est pas une raison. Comme je vous disais dans le temps, vous vous rappelez un vieux discours, armée a commis, modernisé, armée a qui confiance na peuple, peuple a qui confiance na armée, pour la sécurité, Kenya, Boboto, Ondeko, Tozalazala, Mutotia, Mosala, Tozali, Nayango. Mais malheureusement, on voulait être... Ce qui s'est passé. Au lieu, je vous ai parlé du général qui ne connaissait pas la carte de l'Afrique, mais il connaissait la carte de l'Europe et que savait qu'en faisant telle ou telle transaction, il pouvait mettre de l'argent en Suisse ou en Belgique. C'est pour ça que nous avons perdu la rébellion et c'est pour ça que les choses sont qu'elles sont aujourd'hui. Vous ne pensez pas que vous blâmez beaucoup trop vos généraux et vous n'avez aucune chose à vous blâmer vous-même en tant que chef? Si on peut me blâmer quelque chose, justement, c'est d'avoir fait confiance à ce genre d'individu. Voilà. Mais écoutez, je ne me bats pas, je donne des ordres qui sont clairs et spécifiques, simples à suivre, eh bien, les généraux ne les exécutent pas. Voilà. Où est-ce que vous avez pris ces généraux? Qui vous a recommandé pour nommer tel? La plupart des généraux étaient de ma région. Donc, Monsieur le Président, vous nommez des gens qui viennent de votre région, donc quelqu'un comprendrait que c'est du tribalisme. Écoutez, docteur Amani, ne me parlez surtout pas de tribalisme, sinon je vous fous dehors de chez moi. Vous allez sortir par la 4e vitesse. Je suis quelqu'un qui a combattu le tribalisme, c'est reconnu, et je vous ai dit que j'ai nommé ces généraux parce que c'était des amis à moi. Ce sont des postes qui sont là pour la haute sécurité de l'État. Donc il faut que j'ai des hommes de confiance. C'est pour ça, c'est ça de confiance. C'est pour ça, c'est ça que je voulais dire lorsque j'ai dit que j'ai nommé ces généraux venant de Mbandaka, de Lissala, des hommes de confiance. Je ne peux pas mettre un général qui est Moulouba. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non. Il faut qu'on parle le même langage. Il faut voir que dans période de crise, ces généraux faisant face au danger, lorsqu'ils oublient leur français, peuvent communiquer en langue Kingbandé. Mais vous mettez un général qui est Moulouba et un autre Kingbandé en période de crise. On doit parler Kingbandé et l'autre Kingbandé. Ça ne va pas. J'ai fait ça pour qu'il y ait une communication, pour qu'il n'y ait pas de problème de communication, qu'il y ait une cohésion linguistique. Pourquoi tous ces généraux sont allés avec vous? Au moins, il y en a même qui sont partis avant que vous quittiez le pays. Ils se sont sauvés ou c'était une autre façon de procéder à votre destitution? Je vous l'ai dit, certains sont partis avant mon départ parce qu'ils savaient très bien que moi, j'aimais ce pays beaucoup plus qu'eux. Eux, ils étaient là pour l'argent, pour s'enrichir. Moi, j'aimais ce pays. Si franchement je ne l'aimais pas, je ne serais pas resté jusqu'à la dernière minute. Voilà, réponse à votre question.
Et pourquoi vous êtes parti quand même? Pourquoi vous n'avez pas préféré rester et faire face à la rébellion? Parce que ma famille, mes enfants, ma femme m'ont supplié, ma femme m'a tiré par les cheveux et m'a dit Tokende, ce qui veut dire allons-nous-en. Là, j'ai vu les larmes qu'elle avait aux yeux, j'ai compris que c'était la fin. Voilà, c'est pour ça que j'étais parti. Ni qu'était ça, je serais resté. Si je devais moi-même me battre avec Kabila, en contraire, je l'aurais fait. Dites classique, c'est pas comme la musique pour la nouvelle génération d'aujourd'hui. De la musique, vous voyez, c'est comme celui qui pense tout le temps s'habiller là. Niakos? Non, pas Niakos, pas mon Kokoli, celui qui se fait appeler Fulangenge. Voilà. Mais c'est moi le vrai Fulangenge. Hein? C'est moi le Fulangenge. Qui, aujourd'hui, dans la politique zaïroise, est-on vu, même dans l'opposition, sans avoir travaillé à mes côtés. Mais c'est moi le vrai Fulangenge. Alors, je vous parle de la musique d'aujourd'hui, mais c'est une musique, vous voyez, elle est bien organisée, comme celui qui pleure tout le temps pour les femmes. Non, on dit que c'est son idée du romantique, c'est de la romance, mais moi, écoutez, je suis militaire, à mon esprit, être romantique, romancer une femme, c'est acheter un petit cadeau, l'emmener au restaurant, mais pas pleurer pour elle. Ça, c'est plus de... Mais c'est vrai, c'est ça, la musique d'aujourd'hui. Des grands chanteurs, pour moi, c'est Franco, entre autres Madiata, qui faisait de la musique, je dirais, patriotique. C'est de la vraie musique. Sam Mangwana, ce qui est pour moi le James Brown des Zaïre, c'est ça, la musique. Pas tous ces petits phénomènes qu'on trouve aujourd'hui. Maintenant, la guerre, bien sûr, on en parle, et puis il y a les pays qui font la guerre avec les ailleurs, et puis il y a les présidents de ces pays-là. Museveni, il était au pouvoir quand vous étiez au pouvoir. Il y a aussi Kagame qui est arrivé au pouvoir quand vous étiez au pouvoir. Quelle est votre impression de ces deux-là? Franchement, aujourd'hui, lorsque je lis dans la presse internationale ou africaine que quelqu'un comme Kagame est, comme on dit en anglais, un big shot, un grand monsieur, ça me fait rigoler. Parce que Kagame, lorsque j'étais président, c'était quelqu'un que mon premier ministre Kengo ne recevait même pas. C'était quelqu'un qui me suppliait de venir dans son pays pour voir. C'était quelqu'un avec qui on parlait comme ça, c'était de la diplomatie parce qu'il était chef d'État. C'est tout. C'était quelqu'un que je ne considérais même pas comme quelqu'un qui est là depuis longtemps et je lui donnais du respect en tant qu'entraîneur. C'est tout. Quant à l'autre farceur de Ouganda, Museveni, mais Yoweri Museveni, c'est quelqu'un que devant moi, Idi Amin Dada a tapé, a rossé sérieusement et j'ai dû intervenir, j'ai dit Idi Amin arrête. Museveni, on l'a frappé devant moi. Et aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Vous voyez que l'histoire vous réserve des surprises. Ça m'étonne quand tous ces gens, quand j'étais là, vous en parlez pas de Museveni quand j'étais là pour voir. C'était des gens qui étaient, bon, je ne dirais pas qu'ils étaient dans l'ombre, c'était des petits, maintenant ils veulent jouer les grands. Et ça m'étonne que quelqu'un comme Kagame, leader du pays, comme le Rwanda, un pays qui est grand comme mon appartement, doit annexer le Zaïre, mais ce sont des ambitions qui n'étaient pas possibles. Même dites pas rêver, lorsque Mobutu était président. Voilà.
les relations, votre relation. La dernière fois, vous étiez dans le bateau Ténéka pour négocier votre départ ou une certaine transition en douceur. C'était M. Mandela, Nelson Mandela, qui était le médiateur, merci Monsieur le Président, qui essayait de vous de médiater cette rencontre. Alors, est-ce que vous avez des bons souvenirs sur Mandela lui-même et cette rencontre? Très franchement, je vais vous dire honnêtement que Nelson Mandela, c'est peut-être le plus grand farceur de l'histoire de la politique. Vous voyez, 27 ans en prison, je crois qu'il a dû se passer quelque chose là-bas dans sa cellule. Il a perdu la tête. Parce que Mandela, qu'on considère comme un sage, comme un leader noir apprécié dans toutes les cultures, même dans les occidentaux, dans les petites écoles, regarde Mandela comme un objet, comme un symbole de paix, d'exemple à suivre. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais c'est un bandit. Nous sommes allés au bateau pour négocier avec le leader de la rébellion, Kabila, qui est un homme très bizarre, hein, je vous l'ai dit. Mais Mandela n'a rien dit. Mandela me parlait de lorsqu'il était en prison. Voilà, j'ai souffert dans ma vie, c'est ça. Quelqu'un qui vient pour arranger, pour négocier, me parle de sa vie en prison. Me parle de sa vie après sa présidence. Et je me dis, mais poser quelques questions, lorsqu'on l'a demandé de donner son point de vue, il a dit, Mobutu, il serait temps que tu quittes. Je dis, mais il est fou. Si ce n'était pas moi, il serait toujours en prison. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il ne soit plus en prison aujourd'hui? Et franchement, vous me posez cette question comme si vous n'étiez pas journaliste, comme si vous ne faites pas de recherche. Demandez à M. Van Pluk qu'est-ce que je fais pour que Mandela ne soit pas en prison. M. Mobutu, en fait, on sait que vous avez contribué à la libération de Mandela, mais on voudrait un peu plus de détails maintenant que vous êtes le chef d'État pour nous dire quels étaient les points capitaux, c'est-à-dire votre influence auprès du parti d'Afrique du Sud qui a permis la libération de l'ANC, enfin du chef de l'ANC, Mandela. Eh bien, savez-vous que j'ai été voir plusieurs fois le président, j'ai été voir plusieurs fois le président d'Afrique du Sud de l'époque, alors, Peter Botha, plaidant, le suppliant de libérer Mandela. Je le plaidais pour la libéralisation de Mandela. J'étais en froid avec les dirigeants de Pretoria. J'ai dit, le Zaïre et l'Afrique du Sud ne seront jamais en bon terme lorsque Mandela, mon frère, sera en prison. Mon émissaire, c'était mon ministre des Affaires étrangères de l'époque, Gonza Karibon, je l'ai envoyé lorsque Peter Botha était malade. Et lorsque Peter Botha était dans son lit, a su que c'était un émissaire envoyé par Mobutu, il a reçu Gonza dans son lit. Gonza lui a remis la lettre pour laquelle j'insistais encore pour la énième fois de libérer Mandela. Les frères sud-africains savent, les frères du pays voisin mozambicain savent quel rôle Mobutu a joué pour la libération de Mandela. Même si le Zaïre recevait des produits recevant de l'Afrique du Sud, même si nous n'avons pas totalement boycotté l'apartheid, parce que je savais que, en fin de compte, j'allais atteindre mon but, qui était la libération de Mandela. Hein? M. Mobutu, il y a quand même quelque chose de curieux, c'est-à-dire que, en même temps que l'aide que vous prétendez avoir donnée à l'ANC, vous étiez très amis avec les dirigeants de Pretoria.
Que voulez-vous dire par très ami? C'est-à-dire que vous avez par exemple reçu Peter Botta. Vous savez pourquoi la fin justifie les moyens? La démocratie. La démocratie. Que voulez-vous dire par la démocratie? Ben, vous avez inauguré en 1990, je crois que c'était en avril, vous avez changé la politique du pays, vous avez déclaré qu'il n'y avait plus question d'avoir un seul parti et vous avez institué, vous mis en processus, enfin la conférence nationale devait négocier le processus de la démocratie au Zaïre. Et après 7 ans, rien ne s'est fait. Comment vous expliquez cette carence? Comme je vous l'ai dit, si rien ne s'est passé en 7 ans, c'est parce que les Occidentaux, la presse internationale, a voulu semer la confusion entre les compatriotes zaïrois pour les pousser à se battre les uns contre les autres. Voilà. C'était, au lieu d'aller vers la démocratie, comme il était entendu, comme il était question, les gens ont voulu aller vers la gloire, c'est-à-dire qui allait devenir célèbre en fondant tel parti politique, en tenant tête à Mobutu, sous pression des étrangers, sous pression de la presse occidentale, parce que cette même presse leur a fait croire qu'ils avaient quelque chose à gagner. Voilà ce qui a traîné, qui a poussé, retardé le processus de la démocratisation. On raconte quand même qu'il y avait des sacs d'argent qui circulaient dans l'enceinte même du palais du peuple où la corruption régnait au niveau de l'État, où on essayait de corrompre certains membres de la conférence nationale. Est-ce que l'argent est venu de l'appareil de l'État, de la présidence? Écoutez, franchement, sur cette histoire de corruption, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas là partout. Cet argent est venu, dites, venant de l'État. C'est toujours l'État qu'on accuse parce que l'État, c'est moi. C'est Mobutu. Tout ça pour me discréditer. Faites le calcul vous-même. Si je devais corrompre, il y a 45 millions d'habitants au Zaïre. Si je devais, comme on le dit, corrompre tout le monde, est-ce que je pourrais même m'acheter une bague aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de corrompre tout un peuple? Vous voulez dire que tous ces gens-là qui me supportent, qui courent, c'est parce que je les ai corrompus? C'est non. Il n'y a pas eu de corruption. Et je vous l'ai dit que nous sommes des bantous. Il y a peut-être eu une aide parce que les gens souffrent. Et vous voyez que la corruption, ça vient des deux côtés. Hein? C'est l'un qui demande et dit, écoute, moi si tu me donnes ça parce que j'ai tel ou tel problème, je ferai ça. C'est peut-être dans ce contexte-là que les sacs d'argent, comme vous dites, ont circulé dans le palais du peuple. C'est peut-être pour ça. Ce n'est pas nécessairement pour corrompre. Parce qu'il y a des forceurs, il y a des gens qui reçoivent de l'argent, qui tournent le reste, et malgré ça, ils nous combattent quand même. Monsieur le Président, je vais vous citer les noms des politiciens ou des gens qui ont travaillé avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. Donc on commencera avec Monseigneur Monsengo. Monseigneur Monsengo est un homme à cause de sa relation, bien de son titre d'ecclésiastique, c'est-à-dire de son titre d'éminence, de son lien avec Dieu, est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est pour ces raisons-là. Mais si vous enlevez tout ça, c'est-à-dire ses liens avec l'Église, je ne sais pas si c'est catholique ou protestant, si vous enlevez tous ces liens, c'est quelqu'un, rien qu'en parlant avec lui, que celui-là, s'il n'était pas l'Église, on se serait déjà battu.
c'est quelqu'un qui me donne envie de le frapper, mais c'est comme ça, je le dis franchement, voilà. Et à Monsieur Kengo. Monsieur Kengo Wadundo, eh bien, vous savez d'abord que Kengo a commencé à travailler pour l'État, voyez voir, en 1967. J'ai nommé procureur général de la République. Là, je dis Kengo, franchement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, parce que il a statistiquement parlé. Il a fait un bon parcours politique lorsqu'il était procureur général de la République. Il y a eu moins de crimes dans la ville de Kinshasa. C'était propre, tout était dans l'ordre. La seule erreur il a arrêté Franco, je me demande bien pourquoi. Je l'ai nommé ambassadeur en Belgique, très bon boulot. Et ensuite, en 1982, je l'ai nommé premier commissaire d'État. Eh bien, savez-vous que M. Kengo, le Mundelu, comme on l'appelle à Kinshasa, que je connais quand même, a stabilisé la monnaie zaïroise à un point où un zaïre valait un franc belge. En 1982, jusqu'à quand je l'ai foutu dehors en 86. Alors, je pense que Kengo est un très bon gestionnaire, que le pays avait besoin de plusieurs personnes amies. Mais le seul problème, c'est que Kengo n'a pas voulu se rapprocher de la population. Voilà, c'était sa seule erreur comme homme politique. Bon gestionnaire, politique de rigueur, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas su atteindre les masses, comme je l'ai fait. Donc je dirais que Kengo, quelqu'un qui gère bien, mais quelqu'un d'impopulaire, donc je ne pense pas s'il peut être un leader en Afrique. Voilà. Si c'était un bon gestionnaire, comment, quand vous avez quitté le pays, la situation était si dégradée au pays et il était Premier ministre peut-être 2-3 mois avant? C'est parce que lorsque j'ai enlevé Kengo en 1986, eh bien, tous les premiers ministres qui ont suivi, celui qui a suivi, je crois que c'était Mabi Mulumba, a abîmé. J'ai remis Kengo, j'ai mis Samba abîmé. J'ai mis Lunda Bouloulou. Il a demandé pardon au peuple. Voilà. Donc, voilà. C'est ça le boulot. Mbalou, quand j'ai catastrophe. C'est-à-dire, lorsque j'ai remis Kengo, il devait payer pour les fautes de Mabi, pour les fautes de Samba, pour les fautes de Lunda, pour les fautes de Mulumba. Si vous comptez, ça fait 4 mandats que Kengo devait réparer. C'est peut-être pour ça que 3 mois en départ, les choses étaient ce qu'elles étaient. Parce que, aussi, un gestionnaire que Kengo peut être, ce n'est pas un magicien. Je voulais dire que le président fondateur non plus n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il fait tout. Kengo ne peut pas tout, quand même. Ok, il y a le général Likoulia. Général Likoulia s'est enfui. Voilà. Je le nomme Premier ministre, il a pris ses valises à Kimi. Ça, c'est les Africains. Dès qu'il y a du danger, on pose les armes, on court. On va en France. Gonzaka Libon. Gonzaka Libon, tantôt il écrit un livre, mon bouton l'argent du Zaïre, il va me critiquer à Washington, il revient au Zaïre, que je lui donne de l'argent, comme si l'argent qu'il avait reçu de son livre n'était pas suffisant. Il me repart dans l'opposition, il revient me voir, il revient un ministre des Affaires étrangères. Franchement, c'est quelqu'un que je ne respecte pas, quelqu'un qui pour moi est un farceur, qu'on appelle un farceur. C'est des gens que vous voyez à Kinshasa qui sont dans les bars en train de raconter des histoires avec une bouteille de premium à côté. Et la dernière personne, c'est la personne qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps, je disais Mbanda. Écoutez, Mbanda a écrit un livre, vous savez pourquoi? Parce que, comme on dit à Kinshasa, une pièce à écouter. Voilà. Lorsque vous vous retrouvez dans un pays occidental,
et que certaines personnes vous approchent et vous disent vous avez travaillé avec Mobutu, écoutez, vous avez une opportunité de vous faire de l'argent si vous racontez ça, qui 80% du temps sont des mensonges, des bêtises, et vous avez de l'argent, il l'a fait. Voilà pourquoi il raconte tout ce qu'il a raconté. Sa crédibilité pour vendre son livre, c'est qu'il a travaillé à mes côtés. Eh bien, si tous les gens qui avaient travaillé à mes côtés, comme Kengo, Setieti, tous ces gens devaient créer des livres, mais personne ne les lirait. Personne ne les lirait parce que tout le monde a quelque chose à raconter. Parce qu'ils vont vous raconter la même chose. Que quand il fallait les menacer, je les menaçais. Quand il fallait les corriger, je les corrigeais. C'est ça un chef. Donc, c'est pas de l'argent. Voilà ce que c'est tout. C'est quelqu'un qui, on appelé Terminator à Kinshasa, vous voyez, vous pouvez respecter quelqu'un qui se fait appeler Terminator. Il y a un de vos anciens, Sakondi, qui travaille maintenant pour les nouveaux gouvernements. Est-ce qu'il y a un mot sur lui aussi? Et d'abord, Sakondi, je vais essayer d'être diplomate sur son cas. Sakondi est à la MOPA. C'est la propagande, chargée de propagande du président Mobutu. Le quitte le pouvoir, il est chargé de propagande de Kabila. Est-ce que quelqu'un comme ça, vous pouvez le respecter? Franchement. Quelqu'un qui a acclamé, qui a mis au journal télévisé mon image, le descendant du ciel comme si j'étais un dieu. Et aujourd'hui, il se trouve avec quelqu'un qui m'a qui m'a obligé à quitter le pays. Mais ça, ce sont des gens... s'il y en a 5 ou 6 pour la politique aujourd'hui congolaise, le pays n'avancera jamais. Nous serons toujours en retard. Donc, l'intégrité du pays, puisqu'il y a la guerre, on parle souvent de l'intégrité du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une certaine... Merci beaucoup, tozongi na plateau na biso, bino moko mouti kolanda, ex-président Mobutu, ndenge abandaki komona ba politicien na biso, ndenge a expliquaki ndenge nini azo zwa Rwanda, ndenge nini azo zwa Tshisekedi, bino moko boyoki, biso za minga koloba te, to tchaki kaka interview wana, na cadre ya nostalgie, na ndenge moko boye pona ba bayoka ba vérité mususu Mobutu abimisaki avant akufa pour azalaki sous présidenté bino moko boyoki à vous de juger biso toloba bingi te totiki bino botika la malamu nzambe azala na bino tokutani na mbalasima.